Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport. Ici Stanislas Franquiel, historien, maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université d'Artois. Aujourd'hui, spécial recherche, spécial football, sport et football, football pardon et recherche, les liaisons dangereuses au-delà des clichés. Nous allons en parler aujourd'hui avec Pierrick Desfontaines. Bonjour Pierrick. Bonjour Stanislas. Alors Pierrick, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît rapidement? Déjà, merci à toi Stanislas pour ton travail au service des étudiants et merci aussi à mon collègue Geoffrey Lassalle avec qui tu as travaillé, qui nous a aussi mis en connexion. Et donc moi, je vais me présenter très rapidement en disant que j'ai commencé mes études en STAPS à Montpellier. J'ai intégré l'École normale supérieure sciences du sport et de l'EPS à Rennes, dans école dans laquelle j'ai suivi un cursus qui m'a permis d'aller en thèse. Donc, j'ai soutenu ma thèse l'an passé, une thèse qui travaille sur l'arbitrage et les controverses autour de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis enseignant agrégé à l'université de Toulon, au STAPS Toulon, et je m'occupe plus particulièrement de la spécialité football, avec aussi des responsabilités sur la filière entraînement sportif. Et par ailleurs, je suis gardien de but, je joue encore et toujours et je suis entraîneur et je passe mes diplômes BMF, CEGB et BEF. Magnifique. Merci Pierrick. Alors, le titre de la vidéo, qui va durer une vingtaine de minutes, la recherche sur le football en STAPS, au-delà des clichés. Alors, je crois que c'est intéressant qu'on revienne rapidement, Pierrick, sur les stéréotypes qu'on a eu tous quand on est rentré en STAPS. Moi, j'ai suivi mon parcours à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Sud, Orsay. Je suis rentré en 2000 et effectivement, les footeux au fond de l'amphi. Alors, je pense qu'on peut en parler, toi comme moi, hein, dans nos expériences d'enseignants. Je t'écoute, hein, Pierrick, sur ce que tu constates. Je pense qu'on peut en parler d'autant plus qu'on était aussi ce type de footeux que moi maintenant j'appelle tank chaussettes, c'est-à-dire c'est des footeux qui rentrent en L1 STAPS avec une allure très décontractée, avec une culture footballistique qui peut agacer parfois certains collègues. On sait que le football c'est aussi la simulation, la ruse, la triche, c'est des tenues, des coupes de cheveux extravagantes. C'est une culture scolaire qui n'est pas toujours reconnue comme légitime. Et moi, j'ai aucun souci avec ces foot-là que j'apprécie profondément. Et mon objectif, c'est de leur permettre de devenir des footeux experts de l'activité au niveau théorique et pratique et qui restent fidèles à leur identité tout en leur permettant d'avoir cette identité qui devient professionnalisante. Donc l'objectif, c'est qu'ils vivent du football. Alors ils ne seront pas professionnels, sinon ils ne seraient pas en STAPS pour la plupart. Mais l'objectif, c'est qu'ils vivent du football d'une manière différente de Kylian Mbappé, mais qui vivent du football en devenant entraîneur, éducateur, prof de PS dans une section sportive, en devenant préparateur physique, etc. On y reviendra. Et pour vivre du football de cette manière-là, il faut déconstruire certaines attitudes pour en construire de nouvelles. Ouais, ouais, merci, tout à fait. D'ailleurs, juste pour tous les étudiants qui nous rejoignent sur la chaîne, absolument regardez cette vidéo qui s'affiche à l'écran, qu'il faut voir et revoir si vous voulez réussir votre première année. C'est les 5 erreurs à ne pas commettre en L1 STAPS. Le lien normalement s'affiche à l'écran. Cliquez dessus, likez, commentez si vous voulez, et là vous allez déjà gagner du temps. Les 5 erreurs à ne pas commettre en L1 STAPS. Il y a d'autres vidéos aussi que vous retrouverez sur la chaîne, comme comment réussir son premier semestre en L1 par exemple, ou comment réussir ses oraux. Vous verrez tout ça dans les différentes rubriques méthodologie, etc. Je salue aussi le travail de Geoffrey Lassalle et de sa chaîne, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut, Pierrick, pardon, présenter les différents champs disciplinaires qui touchent au football en fait en STAPS? Alors moi, évidemment, je peux parler d'histoire, mais toi, vas-y, de ce que tu vis, de ce que tu connais. De manière très classique, on peut dissocier les sciences de la vie de la santé et les sciences humaines et sociales. Donc, je vais commencer par les sciences de la vie et de la santé, essentiellement la biomécanique, la physiologie, et on a énormément d'études, notamment anglo-saxonnes, qui vont s'intéresser aux facteurs de la performance footballistique, notamment au niveau donc physiologique. Et ces travaux-là ont bien aidé la préparation physique. On est passé d'un travail aérobie continu à un travail intermittent avec des sprints à haute intensité. Et en France, on a un collègue qui s'appelle Grégory Dupont,
qui maintenant travaille avec l'équipe de France, avec le Real Madrid, qui est vraiment le numéro un de ses études en sciences de la vie et qui fait cette liaison entre le laboratoire et le terrain parce qu'il est préparateur physique dans les plus grandes structures. Donc, on a également des travaux en biomécanique qui s'intéressent à la conduite de balle, qui s'intéressent au poste de gardien de but avec tout un tas de données qui sont investiguées grâce à des outils de capture du mouvement. Mais toi, comme moi, je pense qu'on est un peu plus branché sur les sciences humaines et sociales. Et donc là, on va avoir très classiquement la sociologie, l'histoire, l'ethnologie, l'anthropologie. Et donc en fin de vidéo, on va citer nos livres un petit peu phares qu'il faut avoir lus dans une Mhm. bibliothèque de stapsien footballeur. Mais on peut d'ores et déjà dire que, par exemple, en histoire, Paul Dietschi, avec sa nouvelle revue, la revue Football au pluriel, se propose finalement de rassembler un petit peu les différents travaux en sociologie, en histoire sur le foot. Bien sûr. Alors, la revue de Paul Dietschi, regardez le lien qui s'affiche à l'écran. Elle est présentée aussi sur la chaîne YouTube. Alors, tu me fais un peu une passe décisive parce que quand tu parles de Grégory Dupont, c'est quelqu'un qui a été un enseignant-chercheur aussi à l'UFR STAPS de l'Université d'Artois où je travaille et surtout dans mon laboratoire, le laboratoire Sherpa, il co-dirige une thèse, la thèse de Arthur Hoched, qui lui, en fait, s'intéresse à la circulation des savoirs. En gros, dans le milieu du football professionnel et des entraîneurs, en gros, est-ce que les connaissances scientifiques connues, reconnues, qui évoluent, hein, sont diffusées chez les entraîneurs, chez les préparateurs physiques notamment? Et Arthur qui suit cette chaîne, évidemment, là, il vient d'être nommé, alors après avoir travaillé dans différents staffs professionnels, là on peut parler clairement, il était avec Frédéric Antonetti à Strasbourg, et là il vient de signer au club africain de Tunisie, le club africain voilà, il est à Tunis. Et donc là, on voit bien le lien entre recherche et aussi professionnalisation, très clairement. Euh, voilà. Euh, donc il y a différents champs de la recherche sur le football en STAPS. On a cité les sciences dures, les sciences sociales, etc. Euh, ce que j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu, hein, c'est du football universitaire. Alors, FFSU, jamais déçu. Alors, vas-y, Pierrick. Alors, la Fédération française du sport universitaire, pour le dire à un mot, c'est une aventure, c'est une fédération très dynamique et ça propose aux étudiants, donc les étudiants en STAPS notamment, mais aussi les étudiants des autres composantes, ça leur propose des aventures assez extraordinaires. Et donc, pour se centrer sur le football, le patron de la FFSU, Cédric Terré, qui est un collègue enseignant-chercheur de Bordeaux, a signé récemment un partenariat avec la FFF. Et donc, on a un vrai lien entre le foot fédéral et le foot universitaire. Et la FFSU va proposer un football pluriel, c'est-à-dire qu'on va avoir du foot à 8, du foot à 11, du futsal et également du foot féminin qui se développe énormément avec du foot à 8 et du foot à 11. On est sur une pratique qui est une pratique de compétition, mais qui est quand même respectueuse de l'arbitrage avec des vraies valeurs de fair play. Alors, il faut faire attention quand on parle des valeurs du sport, évidemment, surtout en cette période olympique. Mais en FFSU, c'est une réalité. On a beaucoup moins de scories, beaucoup moins d'incivilité comme on peut avoir dans le foot fédéral, notamment dans le sud de la France. Je connais très bien cet environnement pour le pratiquer tous les week-ends. C'est un sport, un football qui est un peu plus sain en FFSU. Et je pense qu'on pourra prendre l'exemple de la vidéo que j'ai fait sur le foot à Toulon et je pense que le lien va s'afficher sur l'écran. Cette année, avec les équipes universitaires de Toulon, on a fait un vrai travail pour que les étudiants de tout niveau puissent s'impliquer dans le futsal, dans le foot féminin, dans le foot à 11. Les meilleurs jouent, mais ceux qui veulent peuvent faire de l'analyse vidéo, peuvent être entraîneurs adjoints, peuvent être préparateurs physiques, peuvent faire des reportages et finalement tout le monde peut vivre une aventure universitaire footballistique signifiante avec notamment des compétitions de fin d'année qui se passent à l'échelle nationale, donc avec des déplacements sur 4-5 jours. Donc ça, c'est vraiment des moments sympathiques. Et les meilleurs se qualifient pour les championnats d'Europe. On a également une équipe de football universitaire de France, une équipe de France qui réunit les meilleurs éléments de chaque université de la métropole et des dom-toms, ce qui fait que historiquement, l'équipe de France universitaire avant le Covid avait fait des championnats du monde, des Olympiades en Asie, et on avait des joueurs comme Florian Sotoka qui ont profité de ce tremplin universitaire pour jouer maintenant en Ligue des Champions avec le Racing Club de Lens.
Donc voilà, la FFSU, c'est un football pour tous, un football d'élite, un football bienveillant et exigeant. Merci. Alors, Sotoka, il me semble, hein, sauf erreur de ma part, qu'il est passé aussi par le STAPS de Liévin dans le Nord. Euh, mais alors, ce que tu nous dis, c'est que en gros, il est indispensable quand on est un étudiant au STAPS de s'impliquer dans le sport universitaire. Donc, c'est les jeudis. Il faut rentrer dans une équipe, rentrer dans une équipe, quel que soit le niveau, c'est pas grave. Rentrer dans une dynamique, dans un collectif, etc. Salutations évidemment à mon collègue. Christian Neuville, hein, du STAPS Liévin, qui gère l'équipe de foot et qui gère aussi le sport universitaire à Liévin, qui est dans le top 10, dans le top 10 national. Alors peut-être aussi sur si tu as aussi des liens à faire, Pierrick, entre la recherche et le terrain, le football universitaire, tu dis que c'est un laboratoire d'expérimentation pour la recherche en STAPS. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Ouais, déjà, en guise de phase de transition, hein, on sait que les phases de transition sont importantes en foot. Je rebondis sur ce que tu disais, l'implication dans le football universitaire et dans le football fédéral, c'est quelque chose de fondamental quand on est en spé foot dans une structure, parce que la sociologie montre qu'on a un déclin de l'investissement associatif, mais le football doit être un rempart contre ça. Et quel que soit son niveau, on se doit d'avoir une licence, d'être impliqué dans un collectif et avec différents rôles, encore une fois. On peut être joueur, mais on peut être aussi entraîneur, éducateur, adjoint, arbitre. Et on trouve du sens et ça nous donne des armes professionnalisantes pour que le foot soit partie intégrante d'un projet professionnel pérenne. Donc pour rebondir maintenant, pour répondre pardon sur ce que tu me demandais par rapport au laboratoire. Effectivement, on voit que les grands clubs, notamment anglo-saxons et les Français, commencent à s'y mettre. Ces grands clubs-là proposent des cellules scientifiques avec des chercheurs qui sont au carrefour du terrain et de la recherche et qui vont chercher à sélectionner les études pertinentes pour les mettre au service des entraîneurs, des joueurs. Et finalement, le STAPS n'est peut-être une réplique de cette démarche-là. On va dans les cours théoriques sélectionner des études, mettre en place des protocoles et ensuite on va les tester sur les créneaux de pratique. Et c'est cette liaison théorie-pratique qui, à mon sens, crée énormément de sens pour les étudiants. Et ensuite, ils vont pouvoir réinvestir cela dans leur stage. Donc, je sais que tu fais des vidéos sur l'importance du réseau, construire son réseau, Ouais. entretenir son Je réseau. vais la mettre Et quand on est, pardon. Elle va s'afficher. Comment créer un ça réseau marche, fondamental en STAPS. OK. indispensable. Alors, d'autant plus dans la filière entraînement sportif, je crois que juste après, on va parler des filières. On se doit, dans la filière entraînement sportif et quand on est dans le football, on se doit de entretenir un réseau après l'avoir construit et n'importe qui peut le faire. C'est pas vrai de dire que c'est un truc pour les pistonnés. On peut connaître personne dans un endroit, mais si on a les bonnes stratégies et une motivation, évidemment, ça nécessite du travail, eh ben, on peut réussir à se faire connaître et à développer un réseau. Évidemment, ça nécessite un travail très important. Le football offre des perspectives professionnelles pour nos étudiants, mais c'est très concurrentiel. Ce qui fait qu'il faut se démarquer par différentes stratégies qu'on va développer par la suite. Et ça, c'est notamment dépendante, ces stratégies sont dépendantes des filières dans lesquelles on est engagé. Alors, les filières classiques en STAPS, on les présente rapidement. Il y a la filière éducation et motricité, il y a la filière APA, activité physique adaptée, il y a la filière entraînement sportif, ES, et il y a la filière management, hein. Classiquement, il y en aura peut-être une cinquième sur, L'ergo. ouais, sur l'ergo, puis il y en a aussi une qui va peut-être être un peu plus transversale, il me semble, hein, sur la question alors, des vulnérabilités, mais je ne veux pas dire de bêtises. Retenez surtout l'idée qu'il y en a quatre. La dernière, elle est encore embryonnaire. Euh, alors peut-être sur les débouchés, comment lien foot débouché, sachant que on peut avoir une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, grâce à ces filières, et puis ça n'empêche pas d'avoir une activité associative à côté, d'entraîneur, d'éducateur, etc. Alors vas-y Pierre, on t'écoute. Alors déjà, dans le football, quelle que soit la filière STAPS, ce sont les diplômes fédéraux qui vont toujours prévaloir. Donc c'est important quand on est engagé dans un club de se faire financer les premiers diplômes, donc notamment le BMF, le BEF. Pour parler des filières, la filière éducation motricité va permettre de devenir enseignant de PS, mais l'enseignant de PS, à mon sens, se doit d'être toujours lié au secteur fédéral. Et dans le football, on a beaucoup de sections sportives football, que ce soit pour les joueurs ou pour les arbitres, qui se développent
Et donc, un bon professeur de PS responsable d'une section sportive, évidemment, il a un parcours fédéral solide. Au niveau de la filière d'entraînement sportif, il est fondamental d'avoir un gros réseau, de passer des stages et de passer des diplômes. Et cette filière ES va permettre d'aller des emplois, notamment de préparateur physique, d'analyste vidéo, d'entraîneur adjoint, de sport scientiste, de data scientist, ces nouveaux métiers liés au numérique qui se développent de plus en plus. La filière APAS, par rapport au football, est riche de possibilités, notamment à travers le CC Foot, qui se développe de plus en plus, le foot en marchant, qui est une pratique adaptée aux seniors. Et donc, on a vraiment des activités adaptées qui prennent le ballon rond pour développer et pour soigner certaines pathologies. On a la filière management sportif qui se développe de plus en plus. Et là, franchement, c'est assez facile à comprendre. Le football, c'est le sport business numéro un. Et donc, en termes d'organisation d'événements, en termes de stratégie marketing, en termes de management, c'est un excellent théâtre d'opération que le football. Mhm. Merci. Sur la filière APA, je pense évidemment à ma collègue aussi, Isabelle Cabi, qui a monté cette filière à Liévin. Euh, c'est aussi toutes les personnes. Donc, c'est en fait, c'est s'adresser à un public qui n'est pas un public scolaire et qui n'est pas un public de club. Donc, c'est un public qui a des besoins spécifiques. Handicapés, handicapés physiques, handicapés mentaux, obèses, personnes qui sortent ou qui sont dans les hôpitaux, qui ont des pathologies particulières. Ça peut être aussi des personnes qui ont des liens avec la justice, qui ont été condamnées, qui ont été placées. Donc, vous voyez, le spectre des possibilités est important. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, Pierrick, c'est la notion de concurrence, la notion de réseau, la notion de stratégie également, et de mettre toutes les chances de son côté. Et mettre les chances de son côté quand on est en STAPS, c'est déjà la première chose, c'est de réussir son année. C'est déjà de réussir son année. Et aussi de passer des formations et des diplômes, c'est-à-dire des formations, des diplômes, c'est très important, à l'extérieur. Euh, Peut-être pour finir, Pierrick, si tu avais trois ouvrages qui t'ont marqué en tant qu'étudiant et en tant que formateur en STAPS, euh, autour du football, quoi, globalement. Je pense que ça va plutôt être des bouquins de sociologie. Bah, toi et moi, on est complémentaires, donc tu te charges de l'histoire, je Mhm. me charge de la sociologie. Alors Même moi, s'il y j'ai a des, même ouais, parlé même s'il y a des passerelles, hein, même de- s'il y a des liens évidemment entre les bien deux. sûr, la socio-histoire. Je pense que les étudiants entendent de plus en plus ce terme, la socio-histoire, une approche interdisciplinaire. On y reviendra peut-être une prochaine fois. En tout cas, au niveau de la sociologie, de la socio-histoire, dans l'ordre chronologique, je vais commencer par mon collègue de Marseille, Maxime Travers, qui en 2003 travaille le football de pied d'immeuble avec son livre L'envers du stade, le football, la cité, l'école. Et c'est un ouvrage référence pour essayer de comprendre les logiques du football urbain, du football de cité, une approche socio-ethnographique. Mhm. Ensuite, en 2012, on a la sociologie bourdieusienne déterministe de Julien Bertrand avec la fabrique des footballeurs, qui permet de bien comprendre ce qui se passe dans les centres de formation et ce qui fait qu'un apprenti footballeur devient ou ne devient pas professionnel, un travail remarquable. Et euh, le dernier ouvrage que je voulais citer, c'est une compilation de Stéphane Beau et Frédéric Razeras, ça s'appelle Sociologie du football, c'est publié en 2020, et on a tous les travaux qui sont compilés, et c'est une lecture intelligente, une lecture maligne pour nos étudiants. Et Frédéric Razeras, c'est quelqu'un adepte de la sociologie du travail, qui s'est notamment immergé ethnographiquement dans un club professionnel de Ligue 2 pour essayer de mieux comprendre ce que c'était qu'un footballeur au travail. Voilà pour mes trois exemples. Il y en a énormément d'autres et je pense que toi, tu vas parler plus de Mhm. l'histoire. Ouais, merci, merci. Mais ça me donne envie, ça me donne plutôt l'idée que vous, qui aimez tant le foot, allez dans votre bibliothèque universitaire, allez vous promener, allez passer du temps. Et même si c'est une biographie au début d'un footballeur que vous aimez, prenez le temps de la lire, de noter les idées importantes. Ensuite, allez voir peut-être un bouquin d'histoire, de sociaux. En fait, prenez le temps de vraiment de passer du temps. Voilà. Prenez le temps dans la bibliothèque de votre établissement. Bah moi, écoutez, Par rapport à hum, ça, Stan, excuse-moi, je hum, te coupe. Tu as complètement raison. C'est difficile de commencer par un ouvrage scientifique. Lisez la biographie de Carlo Ancelotti, vous allez vous régaler. D'accord? Ensuite, on a la revue Vestiaire qui va vous permettre d'avoir une dimension plus éducative, plus terrain.
la revue Vestiaire, c'est la revue numéro un pour les entraîneurs. Et au fur et à mesure que vous allez fréquenter la BU, vous allez vous diriger au fur et à mesure vers ces ouvrages plus scientifiques, plus pointus. Mais c'est un processus. Et tu as complètement raison, Stanislas. Commencer par des lectures de biographies de grands entraîneurs, de grands joueurs, c'est le meilleur moyen de se mettre le pied à l'étrier. Voilà, faut pas se limiter à ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner ou de lire à la bibliothèque SoFoot régulièrement. Je crois que c'est quand même assez intéressant, leur article de fond. Le Les dernier cahiers foot, du football. voilà, les cahiers du foot. Voilà le dernier article, le dernier numéro SoFoot, football et banlieue, un des derniers. Bon, moi, écoutez, rapidement, il y a trois bouquins qui m'ont quand même énormément marqué. Moi, qui ai beaucoup travaillé sur les liens entre sport et immigration. Le premier, et voilà, encore une fois, la jaquette à l'écran, c'est Moving with the Ball de Pierre Lanfranchi et Matthew Taylor. C'est un bouquin en anglais, mais qui est assez, qui est accessible. En fait, c'est en 2001. Ils vont travailler sur finalement l'histoire des footballeurs et notamment l'histoire de ce phénomène de l'immigration dans le football, moving with the ball. Et ça se limite pas simplement au transfert aux agents, c'est plutôt sur les aires de départ, les aires d'accueil, les pays d'accueil, etc. Enfin, oui, les agents, les intermédiaires, etc. C'est passionnant et c'est notamment focalisé sur le continent africain. Le deuxième, en parlant d'Afrique, si vous aimez le football et le football africain, c'est la Bible. Tu parlais de Paul Dietschi tout à l'heure. C'est le bouquin L'Afrique et la planète foot. Donc Paul Dietschi et David Claude Kemo Kembu, qui était mon professeur, qui est devenu un ami, qui était un collègue rencontré au Stade Sorcel il y a plus de 20 ans. L'Afrique et la planète football, c'est l'histoire du sport africain, l'histoire des pays, l'histoire des indépendances, l'histoire du nationalisme, l'histoire aussi des comment dire de l'étatisation du football et aussi de ses dérives. Et enfin, le dernier bouquin, bah, évidemment, qui m'a marqué, et là, excusez-moi, j'en parle un peu parce que c'est 15 ans de travail, c'est ma thèse de doctorat que j'ai transformée en bouquin. C'est Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage. Euh, c'est l'histoire des footballeurs professionnels des années 30 à nos jours, des premiers migrants sportifs avant la guerre d'Algérie, l'équipe du FLN, les indépendances, et bien sûr la question des binationaux, en passant par l'amicale des Algériens en Europe. Donc voilà, ce bouquin, c'est 15 ans de travail, ça a d'abord été une thèse. Et c'est surtout un livre qui recense 200 photos, des magnifiques photos que j'ai notamment rachetées avec mes fonds personnels à l'équipe. Euh, voilà. Alors peut-être un mot en guise de conclusion, Pierrick. Ma conclusion va s'appuyer sur tes propos en disant que nos étudiants qui viennent d'Afrique, nos étudiants qui ont la chance de parler anglais, de parler arabe, ils ont une vraie chance supplémentaire parce que le football, c'est cosmopolite, c'est international. On a des staffs qui doivent parler plusieurs langues. Et donc, ces étudiants-là, souvent, au début, ils sont en difficulté, mais finalement, c'est eux qui arrivent à trouver des stages dans les pays du Golfe, dans les pays africains, dans les pays anglais, parce qu'ils ont cette maîtrise de différentes langues. Ça, c'est une vraie force. Et ensuite, tu mets en avant ton livre que j'ai lu et qui est vraiment très très bien documenté, très bien illustré. Toujours plaisir d'avoir des jolies photos. Et moi, je vais me permettre de mettre en avant un boulot qu'on a fait avec les collègues de Toulouse et de Montpellier, donc Simon Issert et Olivier Cavaillès, dans la revue Sciences et Motricité. On a fait un article qui s'appelle Les analystes vidéo du football du haut niveau français, une néo-profession innovante en quête de légitimité. Et finalement, dans cet article, donc, on s'est intéressé à l'analyse vidéo et on a travaillé avec les staffs professionnels, notamment le Stade Rennais par lequel on est passé avec Simon. Olivier Cavaillès a travaillé avec les meilleures sélections africaines, avec Montpellier Hérault. Et on montre bien que les analystes vidéo, ils sont en plein dans cette logique de quête de légitimité et qu'ils sont finalement quasiment tous d'anciens stapsiens et ils illustrent bien les stratégies qu'on doit mettre en place pour réussir à gagner sa vie avec un bon CDI dans ce secteur qui fait tant rêver, mais qui est tellement concurrentiel. Voilà, je vais finir sur ces mots-là. Merci beaucoup, Pierrick. C'était super. J'espère qu'on enregistrera ou qu'on fera des directs. Hein, voilà, d'autres vidéos sur YouTube, Temps de sport. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce que je fais, Pierrick? Je mets un pouce bleu, un petit commentaire, un like. Merci beaucoup. Et on est déjà plus de 3000 et plein de projets, voilà, arrivent de projets, d'autres vidéos, d'autres thématiques. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Voilà la petite cloche. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt sur YouTube Temps de Sport. Merci, à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous car enseigner, c'est répéter.